Je ne saurais décrire l'état dans lequel me laissa ce pénible épisode, aussi démentiel que navrant, aussi grotesque que terrifiant. Le garçon d'épicerie m'y avait préparé, mais je n'en étais pas moins bouleversé et fort troublé. Malgré l'évidente puérilité de son récit, la gravité démente et l'effroi du vieux Zadok avaient instillé en moi un malaise grandissant, qui s'ajoutait à ma répugnance première pour cette ville aux insaisissables ténèbres. Plus tard, sans doute, pourrais-je passer au crible cette histoire et tenter d'en extraire un semblant de vérité historique. Mais je ne désirais pour l'instant qu'une chose, l'oublier. Il commençait à se faire dangereusement tard. Ma montre affichait 19h15 et le bus pour Arkham quittait la Grand Place à 20h. Si bien que je me forçais d'orienter mes pensées vers des considérations plus immédiates et pratiques, tout en filant rapidement le long des rues désertes au milieu des combles béants et des maisons instables pour rejoindre l'hôtel, où j'avais déposé ma valise et où m'attendait le bus. La lumière dorée de cette fin d'après-midi nimbait les toits aux cheminées croulantes d'une mystérieuse et paisible aura de mystère, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter par-dessus mon épaule de rapides coups d'œil. Je serais certainement ravi de laisser derrière moi l'ombre funeste de la nauséabonde Innsmouth, et j'espérais si possible trouver pour cela un autre véhicule que le bus du sinistre Joe Sargent. Je ne pressais cependant pas trop l'allure, car chaque coin de rue silencieux abritait un détail architectural digne d'attention, et j'avais calculé que je pouvais aisément regagner le centre en une demi-heure. Après avoir cherché sur le plan du jeune épicier un itinéraire que je n'avais pas déjà emprunté, je choisis de m'engager sur Mare Street plutôt que sur State Street pour me rejoindre vers la Grand Place. À l'angle de Fall Street, je me mis à croiser des groupes épars d'habitants furtifs qui chuchotaient entre eux. Et quand enfin je parvins sur la place, je remarquai que presque tous les flâneurs s'étaient rassemblés devant la porte de la pension Gilman. Alors que je récupérais mon bagage à la réception, j'eus l'impression de sentir leurs yeux saillants, humides et fixes, détaillaient chacun de mes mouvements. Et je priais le ciel qu'aucune de ces repoussantes créatures ne fût mon compagnon de voyage. Un peu avant 20h, l'autocar fit une entrée tapageuse sur la place, avec 3 passagers à son bord, et se gara devant nous. Un homme à l'allure inquiétante s'avança alors pour marmonner depuis le trottoir quelques mots indescriptibles au chauffeur. Sargent jeta par terre un sac postal et un rouleau de journaux, puis entra dans l'hôtel tandis que les passagers, les mêmes hommes que j'avais vus le matin descendre à Newburyport, se traînaient sur le trottoir et échangeaient quelques phrases gutturales avec un badaud dans une langue qui, j'en aurais donné ma main au feu, n'était pas de l'anglais. Je montai dans le véhicule vide et choisis la même place qu'à mon arrivée. Mais à peine m'étais-je assis que Sargent réapparut et se mit à grommeler quelque chose d'une voix rocailleuse, particulièrement répugnante. Apparemment, je jouais de malchance. Le moteur avait eu des ratés, même s'il avait tenu tout le long du voyage depuis Newburyport, et le bus n'allait pas pouvoir effectuer sa correspondance avec Arkham. Non, il était impossible de le faire réparer dans la soirée, et il n'y avait pas d'autre moyen de transport permettant de quitter Innsmouth, que ce fût pour Arkham ou ailleurs. Sargent était désolé, mais j'allais devoir passer la nuit au Gilman. Le réceptionniste me ferait sûrement un prix. Non, il n'y avait pas d'autre solution. C'est donc presque sonné par cet obstacle imprévu et par la terrifiante perspective de voir la nuit tomber sur cette ville en déclin à demi éclairée que je descendis du bus et regagnai le hall de l'hôtel, où le réceptionniste de nuit, un individu renfrogné à la mine sinistre, m'indiqua que je pouvais prendre la chambre 428 à l'avant-dernier étage, grande mais sans eau courante, pour $1 seulement. Malgré ce que j'avais entendu dire au sujet de cet hôtel à Newburyport, je signai le registre, m'acquittai de la somme demandée, laissai le réceptionniste porter ma valise et gravis à la suite de cet employé revêche et solitaire 3 étages de marches grinçantes et de couloirs poussiéreux qui semblaient entièrement inoccupés. Ma chambre, une pièce lugubre à l'arrière de l'établissement, percée de 2 fenêtres et garnie de meubles austères et bon marché, donnait sur une petite cour glauque cernée de bâtiments de briques déserts et peu élevés,
et surplombait une enfilade de toits délabrés, laissant place, loin à l'ouest, à une portion de campagne marécageuse. Au bout du couloir se trouvait une salle de bain, dans un état de décrépitude décourageant, pourvue d'une antique cuvette de marbre, d'une baignoire en étain, d'un faible éclairage électrique et de lambris moisis tout autour de la tuyauterie. Comme il faisait encore jour, je descendis sur la place pour trouver de quoi dîner et remarquer les coups d'œil étranges que lançaient sur mon passage les sinistres promeneurs. L'épicerie étant fermée, je dus me rabattre sur le restaurant que j'avais dédaigné un peu plus tôt. Il était tenu par un homme voûté au crâne étroit dont les yeux fixes ne clignaient jamais, et une fille au nez plat affligée de mains incroyablement épaisses et maladroites. Le service se faisait au comptoir, et je constatais avec un certain soulagement que la plupart des plats proposés étaient à l'évidence issus de boîtes de conserve et d'emballages fermés. Je me contentais d'un bol de potage et de biscuits salés, et regagnai bientôt ma triste chambre au Gilman, où j'obtins le journal du soir, ainsi qu'un magazine marbré de taches noires auprès du réceptionniste au visage mauvais, qui les piocha dans un éventaire instable posé à côté de la réception. L'obscurité s'épaississant, j'allumai l'unique lumière de ma chambre, une faible ampoule électrique installée au-dessus d'un sobre lit en fer forgé, et m'efforçai de poursuivre la lecture que j'avais entamée. J'estimais nécessaire d'occuper sainement mon esprit, goûtant peu l'idée de ressasser les aberrations de cette vieille ville flétrie par la corruption, tant que j'étais encore dans ses murs. Le récit délirant du vieil homme me promettait des rêves peu agréables, et je sentais qu'il me fallait tenir le souvenir de son regard sauvage et larmoyant le plus loin possible de mon imagination. Mieux valait également ne pas trop s'attarder sur ce qu'avait raconté cet inspecteur du travail au préposé de la gare de Newburyport à propos de la pension Gilman et de sa faune nocturne aux voix étranges. Et encore moins sur ce visage sous la tiare qui s'était encadré dans la porte obscure de la crypte. Ce visage dont l'effroyable abjection échappait à tout effort d'examen conscient. Il m'aurait sans doute été plus facile de tenir la bride à ces préoccupations troublantes si la chambre n'avait pas baigné dans un remugle fétide de bois moisi. Cette puanteur étouffante se mêlait hideusement aux relents de poissons qui imprégnaient la ville et peuplaient mes pensées de charognes décomposées. L'autre détail qui me tourmentait était l'absence de verrou sur la porte de ma chambre. Les marques dans le bois prouvaient qu'il y en avait eu un, mais tout portait à croire qu'il avait été enlevé récemment, sans doute parce qu'il ne fonctionnait plus correctement, comme tant d'autres choses dans cet établissement vétuste. Dans ma nervosité, je fouillai la pièce et trouvai, abandonné sur la penderie, un verrou visiblement de la même taille que celui autrefois installé sur la porte. Afin d'apaiser quelque peu mes appréhensions, je m'appliquai à le fixer sur le battant à l'aide du petit tournevis de mon nécessaire 3 en 1 accroché à mon porte-clés. Le verrou s'ajusta parfaitement, et j'éprouvai quelque soulagement à l'idée de pouvoir m'enfermer pour la nuit. Non pas que j'estimais en avoir véritablement besoin, mais tout symbole de sécurité était bon à prendre dans un tel environnement. Les 2 portes qui communiquaient avec les chambres adjacentes étaient également équipées de verrous que je m'empressai de fermer. Je ne me déshabillai pas, préférant lire jusqu'à ce que le sommeil me gagne et noter que mon veston, mon faux col et mes chaussures pour m'allonger. Je récupérai une lampe de poche dans ma valise et la fourrai dans mon pantalon afin de pouvoir consulter ma montre au cas où je me réveillerais dans l'obscurité. Mais le sommeil ne venait pas. Et quand je fis le silence dans mon esprit, je me rendis compte qu'inconsciemment j'étais à l'affût de quelque chose que je redoutais sans pouvoir le nommer. L'histoire de cet inspecteur m'avait probablement plus impressionné que je ne l'aurais cru. Je m'efforçais à nouveau de me concentrer sur ma lecture, mais c'était peine perdue. Au bout d'un moment, il me sembla entendre craquer sous des pas les marches et le parquet des couloirs, et j'en conclus que l'hôtel commençait à se remplir. Je n'entendis toutefois pas parler, et je fus bientôt frappé par le rythme lent, presque furtif, de ces grincements. Cela ne me plaisait guère, et je me demandais s'il était bien prudent de m'endormir après tout. Cette ville abritait des individus fort douteux, et avait indéniablement été le théâtre de plusieurs disparitions.
Me trouvais-je dans l'une de ces auberges où l'on assassinait les voyageurs pour leur dérober leur argent? On ne pouvait pourtant pas dire que j'avais l'air fortuné, à moins que les habitants ne vouent véritablement une haine meurtrière aux visiteurs trop curieux. M'étais-je attiré leur foudre en explorant trop ouvertement les rues d'Innsmouth, les yeux rivés à mon plan? Mais je ne tardais pas à me rassurer. De tels craquements sommodaient courantes dans les vieilles bâtisses, et mes folles spéculations étaient à mettre sur le compte d'une trop grande fébrilité. Je regrettais néanmoins de ne pas disposer d'une arme. À terme, plus épuisé que véritablement somnolent, je poussai le verrou bricolé de ma porte, éteignis la lumière et me jetai sur le matelas dur et inégal du lit, sans même prendre le temps d'ôter mon veston, mon faux col ou mes souliers. L'obscurité semblait amplifier le moindre bruissement nocturne, et des flots d'idées sombres et déplaisantes me submergèrent. Je regrettais d'avoir éteint, mais j'étais trop fourbu pour me relever et rallumer la lumière. C'est alors, après un long et lugubre moment de silence, que j'entendis, précédé du gémissement du bois dans l'escalier, puis dans le couloir, ce bruit léger et affreusement reconnaissable qui venait confirmer d'atroces manières toutes mes craintes inavouées. Sans l'ombre d'un doute, quelqu'un, avec une infinie précaution, tournait une clé dans la serrure de ma porte. Devant cette preuve irréfutable de menace bien réelle, mes bouffées de panique furent sans doute moins violentes, du fait de la peur diffuse et de la méfiance instinctive que j'avais éprouvée plus tôt. Un indéniable avantage pour faire face à l'épreuve qui m'attendait, quoi qu'elle pût être. Néanmoins, voir mes vagues frayeurs se muer en une réalité immédiate fut pour moi un choc intense qui m'atteignit avec la force d'un coup de poing au visage. Il ne s'agissait pas d'une erreur, j'en étais persuadé, mais d'une malveillance préméditée. Je ne fis pas un bruit. C'est dans un silence de mort que j'attendis la suite. Quelques instants plus tard, le prudent cliquetis cessa, et j'entendis qu'on ouvrait la porte plus au nord avec un passe-partout, puis qu'on tournait doucement la poignée de la porte qui la séparait de la mienne. Le verrou tint bon, heureusement, et le rôdeur quitta la pièce dans un concert de craquements de parquet étouffé. Au bout d'un moment, je perçus un autre cliquetis, et je compris qu'on entrait dans la chambre au sud de la mienne. Une nouvelle fois, on tenta furtivement de pousser le battant verrouillé, et une nouvelle fois on dut battre en retraite. Le gémissement du parquet résonna alors dans le couloir puis dans l'escalier, et je sus que l'intrus, après avoir constaté que je m'étais enfermé, renonçait pour l'instant à sa tentative d'effraction. Seul l'avenir allait me dire combien de temps il me restait avant son retour. La rapidité avec laquelle j'établis alors un plan d'action prouve que j'avais inconsciemment dû m'attendre à quelques menaces et que je mûrissais depuis des heures mon évasion. Ce rôdeur invisible, estimai-je presque immédiatement, représentait un danger qu'il ne fallait ni défier, ni affronter, mais seulement fuir le plus rapidement possible. Je devais au plus vite m'échapper de cet hôtel si je tenais à la vie, et par une autre issue que l'escalier et le hall d'entrée. Après m'être levé sans un bruit, je me guidai à l'aide de ma lampe torche vers l'interrupteur afin d'allumer l'ampoule du plafond et rassembler quelques affaires à emporter dans mes poches, car je ne comptais pas emporter ma valise dans ma fuite. Mais il ne se passa rien, et je compris que le courant avait été coupé. De toute évidence, une mystérieuse et démoniaque conjuration était à l'œuvre ici. Jusqu'à quel point, je n'aurais su le dire. Pendant que je réfléchissais, la main toujours posée sur l'interrupteur désormais inutile, j'entendis un craquement étouffé à l'étage inférieur et crus distinguer des échos de conversation. Un court instant après, je n'étais plus aussi sûr que ces graves sonorités fussent vraiment des voix, car ces aboiements rauques et ces coassements inarticulés n'avaient rien de commun avec le moindre langage connu. Le souvenir de ce qu'avait entendu l'inspecteur du travail en pleine nuit dans cet hôtel pestilentiel et délabré me revint avec plus de force. Quand j'eus rempli mes poches à la lueur de la lampe torche, je mis mon chapeau
et m'approchai des fenêtres sur la pointe des pieds pour évaluer mes chances de descente par cette voie-là. En dépit des normes de sécurité promulguées par l'État, il n'y avait pas d'échelle d'incendie de ce côté du bâtiment, et 3 étages séparaient mes fenêtres de la cour pavée en contrebas. À droite et à gauche, cependant, d'anciens immeubles de bureaux en briques jouxtaient l'hôtel, leur toit en pente montant suffisamment haut pour que je puisse les atteindre d'un bond depuis mon 4e étage. Toutefois, un tel bond ne pourrait se faire que depuis les seules chambres situées à 2 portes de la mienne, au nord ou au sud, et mon esprit passa bientôt au crible tous les moyens pour parvenir jusqu'à ces pièces. Je ne pouvais pas risquer de m'aventurer dans le couloir, où l'on entendrait sûrement le bruit de mes pas, et où j'éprouverais sans doute de grandes difficultés à enfoncer la porte de la chambre dans laquelle je choisirais de pénétrer. Si je voulais réussir, je devais passer par les portes de communication intérieures au bois moins épais, dont je devrais forcer les verrous et les serrures à coups d'épaule s'ils étaient du mauvais côté du battant. Étant donné l'état de délabrement général du bâtiment et de ses installations, je devrais y arriver sans mal, mais sûrement pas sans bruit. Seule la rapidité et une bonne part de chance me permettraient d'atteindre une fenêtre avant que mes assaillants, quels qu'ils soient, n'aient le temps de s'organiser et d'ouvrir la bonne pièce pour me barrer la route. Afin de les ralentir, je poussais, tout doucement pour faire le moins de bruit possible, la commode contre la porte d'entrée de ma propre chambre. J'avais conscience que mes chances étaient très minces, et je m'attendais au pire. Quand bien même j'atteindrais un autre toit, je ne serais pas tiré d'affaire, car il me restait encore à regagner le sol et m'échapper de cette ville. En revanche, l'état d'abandon et de vétusté des immeubles adjacents jouait en ma faveur, tout comme le grand nombre de lucarnes béantes et noires qui s'ouvraient dans leurs combles. Selon la carte du jeune homme de l'épicerie, c'était par le sud que je pouvais plus facilement quitter Innsmouth, si bien que j'examinai d'abord la porte mitoyenne de ma chambre correspondant à cette direction. Elle était montée de manière à s'ouvrir vers moi, et je découvris en tirant le verrou que d'autres fermetures la maintenaient en place. Comme il me serait difficile de la forcer, je dus renoncer à l'emprunter lors de ma fuite et pousser avec précaution le lit contre le battant, afin d'entraver toute attaque éventuelle depuis cette chambre voisine. La porte au nord s'ouvrait vers l'extérieur, et je sus, bien qu'elle fût fermée à clé ou verrouillée de l'autre côté, qu'elle était ma seule issue. Si je parvenais à atteindre les toits des bâtiments sur Payne Street et à regagner le sol sain et sauf, je pourrais peut-être filer à travers la cour et l'immeuble adjacent, ou celui d'en face pour allier Washington ou Bates Street, ou alors émerger dans Payne Street et bifurquer vers le sud jusqu'à Washington Street. Dans tous les cas, mon but était d'atteindre Washington Street et de m'éloigner au plus vite du quartier de la Grand Place, si possible en évitant Payne Street, dont la caserne de pompiers pouvait bien être ouverte la nuit. Tout en réfléchissant, j'observais l'étendue sordide des toits en ruine au-dessous de moi, désormais frappée par les rayons d'une lune gibbeuse. Sur ma droite, la sombre entaille de la gorge du Manuxet découpait le paysage, les usines et la gare désaffectée accrochées à ses flancs tels des bernacles. Au-delà, le chemin de fer rouillé et la route de Rowley se perdaient dans un vaste terrain marécageux, parsemé de parcelles qui faisaient saillie, plus sèche et envahie de broussailles. Sur ma gauche, l'étroite route d'Ipswich serpentait pâle et scintillante sous le clair de lune, dans la campagne proche sillonnée de cours d'eau. L'orientation de ma fenêtre m'empêchait de voir la route du sud en direction d'Arkham, celle que j'avais décidé d'emprunter pour quitter la ville. J'essayais de déterminer le meilleur moment pour m'attaquer à la porte nord et le moyen d'y parvenir le plus discrètement possible, quand je remarquai que les vagues bruits à l'étage inférieur avaient laissé place à de nouveaux grincements de marche, plus appuyés cette fois-ci. Une lueur vacillante filtra sous la porte, et le plancher du couloir gémit sous une charge pesante. Des bruits assourdis qui peut-être sortaient d'une gorge se rapprochèrent, et l'on finit par frapper violemment à ma porte. Pétrifié, je restai un moment à attendre, en retenant mon souffle. Il sembla s'écouler des éternités entières, au cours desquelles l'écœurante odeur de poisson qui baignait la ville me parut s'intensifier jusqu'à l'insoutenable. On frappa de nouveau, sans s'arrêter cette fois-ci, avec une insistance croissante. Je compris alors qu'il était temps de passer à l'action, et tirai immédiatement le verrou de la porte nord en m'apprêtant à l'enfoncer. Les coups redoublèrent de plus en plus fort,
et j'espérais que leur vacarme couvrirait le bruit de mes propres efforts. Prenant mon élan, je me ruai à plusieurs reprises sur le mince panneau de bois, l'épaule gauche en avant, sans me soucier de la douleur ou de la violence des chocs. La porte résista plus que je ne m'y attendais, mais je refusais de m'avouer vaincu. À l'extérieur, le tumulte s'amplifiait. Enfin, le battant céda, mais dans un tel boucan qu'il était impossible que ceux qui m'assiégeaient n'aient pas entendu. Les coups à la porte devinrent un martèlement violent, tandis qu'un sinistre tintement de clé résonnait près des chambres voisines de la mienne. Je me ruai dans la pièce et parvins à pousser le verrou de la porte d'entrée avant qu'on puisse ouvrir la serrure. Mais au même instant, j'entendis dans le couloir qu'on s'approchait, muni d'un passe-partout de la 3e chambre au nord, celle-là même par laquelle j'avais prévu de sauter sur les toits. Je sentis un instant le désespoir m'envahir à l'idée de me retrouver pris au piège dans cette pièce sans fenêtre, et donc sans issue. La vague d'horreur démesurée qui déferla sur moi conféra une insondable et obscène étrangeté aux traces de pas que je découvrais à la lueur de ma lampe torche. Ces traces laissées dans la poussière par le rôdeur qui avait tenté de pénétrer dans ma chambre un peu plus tôt. Puis, mu par quelque automatisme malgré ma détresse hébétée, je m'élançai aveuglément vers la porte suivante, prêt à l'enfoncer et me ruer sur le verrou à l'entrée de la pièce voisine, s'il était encore en place, avant que mes agresseurs y fassent irruption. Un hasard inespéré m'offrit le sursis nécessaire, car le battant qui donnait sur la prochaine chambre était non seulement déverrouillé, mais également entrebâillé. Il ne me fallut pas plus d'une seconde pour le franchir et me jeter, l'épaule et le genou droit en avant, contre la porte du couloir qu'on commençait visiblement à ouvrir. Ma pression soudaine dut prendre l'assaillant par surprise, car le ventail se referma immédiatement, me permettant de faire coulisser le verrou intact dans sa gâchette, comme dans la salle précédente. J'avais gagné un bref répit, mais j'entendis bientôt s'atténuer le martèlement sur les 2 portes du couloir, tandis qu'un vacarme confus enflait du côté de l'accès que j'avais barricadé avec le lit. De toute évidence, mes poursuivants s'étaient regroupés dans la chambre au sud pour m'attaquer sur le côté. Au même instant, je perçus le tintement d'une clé dans la serrure de la chambre nord, et je compris qu'un danger plus immédiat menaçait. La porte communicante était grande ouverte, mais le temps manquait pour empêcher l'intrus de déverrouiller celle du couloir. Tout ce que je pouvais faire, c'était boucler l'issue que je venais de franchir et celle qui lui faisait face, poussant un lit contre l'une, une commode contre l'autre et un cabinet de toilette devant la porte d'entrée. Ces barricades improvisées allaient devoir tenir jusqu'à ce que je saute de la fenêtre du toit du bâtiment de Bain Street. En cet instant terrible pourtant, ce n'était pas réellement la faiblesse de mes barrages qui m'emplissait d'horreur. Je tremblais parce qu'aucun de mes assaillants n'émettait, en dehors de quelques rares et hideux halètements, grognements et aboiements étouffés, la moindre parole intelligible. Alors que je déplaçais les meubles et m'élançais vers les 2 fenêtres, j'entendis que les coups martelés derrière moi avaient laissé place au bruit d'une course précipitée dans le couloir. Manifestement, la plupart de mes adversaires étaient sur le point de concentrer leurs forces sur la fragile porte mitoyenne qui, ils le savaient, les mènerait jusqu'à moi. Dehors, la lune chatoyait sur le faîtage du bâtiment en contrebas, et je compris, à la vue de la pente raide sur laquelle je devais atterrir, à quel point mon saut serait périlleux. Toujours sur mes gardes, je choisis comme issue la fenêtre la plus au sud, espérant me réceptionner sur la partie incurvée du toit et m'engouffrer par la lucarne la plus proche. Mais une fois à l'intérieur de ces immeubles délabrés, je ne serais pas tiré d'affaire pour autant, car l'on ne manquerait pas de me poursuivre. J'espérais néanmoins pouvoir redescendre et traverser la cour obscure en passant d'un trou béant à un autre, pour enfin rejoindre Washington Street et m'enfuir par le sud. Le tumulte derrière la porte de communication était désormais épouvantable, et je vis que le bois mince du panneau commençait à se fendre, sans doute sous le poids de quelques robustes objets dont mes assaillants se servaient comme béliers. Le lit cependant tenait bon, m'offrant encore une maigre chance de m'échapper. Comme j'ouvrais la fenêtre, je remarquai qu'elle était flanquée d'un épais rideau de velours suspendu à une tringle par des anneaux en cuivre, et je notai à l'extérieur la présence de gros crochets maintenant les volets contre la façade. Il me vint alors une idée qui pourrait m'éviter ce saut trop dangereux. Tirant d'un coup sec la tenture, sa tringle et ses montants, je glissai en toute hâte 2 des anneaux autour des crochets puis laissai tomber le rideau, dont les lourds replis atteignirent sans encombre le toit contigu en dessous. Après avoir vérifié que les anneaux pourraient supporter mon poids, j'enjambai la fenêtre et me laissai glisser le long de mon échelle de corde improvisée, quittant à jamais le morbide édifice aux horreurs grouillantes de la pension Gilman.
Je me réceptionnais sans mal sur les ardoises disjointes du toit en pente et parvint à gagner la lucarne noire et béante sans déraper une seule fois. Avisant d'un coup d'œil que la fenêtre d'où je m'étais échappé était encore sombre, je remarquai qu'au nord, par-delà l'enfilade obscurcie des cheminées croulantes, une funeste lumière illuminait le siège de l'ordre de Dagon, le temple baptiste et l'église congrégationaliste, dont le souvenir m'emplissait d'effroi. La cour en contrebas semblait vide, et j'espérais avoir le temps de la traverser avant qu'on sonne l'alerte. Je plongeai alors le faisceau de ma lampe de poche dans les ténèbres de la lucarne et constatai l'absence de marche pour descendre. Ce n'était cependant pas très haut, si bien que je me hissai sur le rebord et me laissai tomber, atterrissant sur un parquet poussiéreux, jonché de caisses et de tonneaux pourris. L'endroit était sinistre, mais ce genre d'atmosphère n'avait plus l'heure de m'atteindre désormais. Après qu'un bref coup d'œil sur ma montre m'apprit qu'il était 2 heures, je m'élançai vers l'escalier qu'éclairait ma torche. Les marches gémissaient sous mes pas mais semblaient saines, et je les dévalai à la hâte jusqu'au rez-de-chaussée, traversant 2 étages d'une bâtisse aux allures de vieille étable. Seul l'écho de mes pas résonnait dans le bâtiment désert. Je finis par atteindre le vestibule, au bout duquel s'ouvrait un rectangle de lumière blafarde, marquant la porte d'entrée délabrée sur Bain Street. Je fis volte-face, et trouvant la porte de derrière également ouverte, plongeai au bas des 5 marches d'un perron de pierre jusque sur les pavés herbeux de la cour. Les rayons de lune n'arrivaient pas jusqu'ici, mais j'y voyais assez pour me guider sans ma lampe. Certaines fenêtres de la pension Gilman luisaient faiblement, et je crus entendre des bruits confus à l'intérieur. Je m'avançai à pas de loup sur les pavés en direction de Washington Street, et m'engouffrai bientôt dans la plus proche des maisons qui bordaient la cour. Le rez-de-chaussée était plongé dans le noir, si bien qu'il fallut traverser tout l'étage pour en apercevoir que la porte de la rue avait été condamnée. Résolu à traverser un nouveau bâtiment, je me dirigeai à tâtons vers la cour, mais me figeai près de l'entrée. Par une sortie dérobée de la pension Gilman se déversait une foule d'inquiétantes silhouettes, dont les lanternes tressautaient dans les ténèbres, et dont les voix, d'affreux croissements de cris étouffés, semblaient se répondre dans une langue qui n'était certainement pas de l'anglais. Ces ombres marchaient d'un pas indécis, et à mon grand soulagement, je compris qu'elles ignoraient où j'étais. Mais à leur vue, je ne pus réprimer un frisson d'épouvante qui me traversa tout le corps. Il m'était impossible de distinguer leurs traits, mais leur démarche traînante et courbée était parfaitement révoltante. Et, comble de l'horreur, j'aperçus parmi elles une silhouette vêtue d'une robe étrange, et sans aucun doute possible, coiffée d'une haute tiare, dont la forme m'était par trop familière. À mesure que ces ombres se répandaient dans la cour, je sentais mes peurs redoubler d'intensité. Et si ce bâtiment ne comportait aucune issue vers la rue, l'odeur de poisson était abominable, et je m'étonnais de pouvoir la supporter sans m'évanouir. À nouveau, je tâtonnais dans le noir, en direction de Washington Street, ouvris une porte du couloir et entrai dans une pièce vide, dont les fenêtres aux volets clos étaient dépourvues de châssis. À la lueur de ma torche, je parvins à entr'ouvrir ces panneaux et à sauter à l'extérieur, d'où je les remis discrètement en place. Je me trouvais maintenant dans Washington Street, en apparence déserte et seulement éclairée par la clarté lunaire. Je pouvais toutefois entendre, provenant de plusieurs directions, les échos de courses lointaines sur les pavés, d'éclats de voix rauques et de très curieux tapotements qui n'étaient pas tout à fait des bruits de pas. Manifestement, je n'avais pas de temps à perdre. Je savais m'orienter dans la ville et je me réjouis que tous les réverbères soient éteints, comme c'est souvent le cas dans les régions rurales les plus pauvres quand la lune brille d'un tel éclat. Des bruits de poursuite me parvenaient également depuis le sud, mais je restais déterminé à m'enfuir dans cette direction. Je pourrais toujours, je le savais, m'abriter dans une entrée déserte si jamais je devais croiser une personne ou un groupe ouvertement hostile. Je me mis donc en route d'un pas pressé et furtif, le long des maisons en ruine. Bien que j'eusse perdu mon chapeau et froissé mes vêtements lors de ma périlleuse évasion, je restais présentable et j'avais bon espoir de passer inaperçu s'il m'arrivait de rencontrer un simple passant. Près de Bates Street, je me faufilais dans un vestibule béant, tandis que 2 silhouettes à la démarche traînante traversaient la rue devant moi. Mais je ne tardais pas à reprendre ma route vers le grand carrefour formé par l'intersection de Washington, de South et de la diagonale d'Elliott Street. Sans jamais avoir vu l'endroit,
Il m'avait semblé dangereux sur la carte du garçon d'épicerie, car pleinement exposé à la lueur de la lune. Il était impossible de l'éviter cependant, car les nombreux détours qu'impliquait le moindre changement d'itinéraire risquaient de me ralentir et de me faire repérer. Je n'avais pas le choix. Il me fallait traverser ouvertement et hardiment ce carrefour, en imitant de mon mieux la démarche pesante des gens d'Innsmouth, et en priant qu'il n'y eût personne dans les parages, ou du moins aucun de mes poursuivants. Quelle était l'ampleur, ou même l'objectif de cette battue dont j'étais la proie? Je n'en avais pas la moindre idée. Une agitation peu coutumière semblait s'être emparée de la ville, mais j'estimais que la nouvelle de mon évasion du Gilman ne s'était pas encore répandue. Quitter Washington Street pour une rue parallèle s'avérait bientôt nécessaire, car le groupe de l'hôtel s'était sans doute lancé à mes trousses. J'avais dû laisser des traces de pas dans la poussière de cette dernière vieille bâtisse, et ils sauraient très vite par où je m'étais enfui. Comme je l'avais craint, la lueur de la lune baignait le carrefour, au centre duquel j'aperçus les vestiges d'un parc ceinturé d'une grille de fer. Il n'y avait heureusement personne dans les parages, mais un curieux bourdonnement ou grondement semblait enfler du côté de la Grand Place. South Street, une large avenue en pente douce qui menait directement au quai, offrait une vue imprenable sur la mer. J'espérais seulement que personne posté là-bas n'aurait l'idée de regarder au loin dans ma direction pour me voir traverser le carrefour à la faveur de la lune. J'avançais sans encombre et ne relevais pas le moindre nouveau bruit indiquant qu'on ait pu me surprendre. Bien qu'à l'affût, je ralentis involontairement mon allure, le temps d'admirer en contrebas l'océan, dont les flots scintillaient de mille feux sous l'éclat de la lune. Au loin, par-delà la jetée, s'étendait le profil trouble et noir du récif du diable. À sa vue, je ne pus m'empêcher de penser à toutes les ignobles légendes que j'avais entendues depuis les dernières 34 heures. Des légendes présentant ce royaume déchiqueté comme la porte d'un royaume d'horreurs abyssales et d'infinies perversions. C'est alors que, sans crier gare, des lueurs se mirent à clignoter sur le lointain récif. Par trop distinctes et réelles, elles firent monter en moi des bouffées de panique absolument irrationnelles. Tous mes muscles se tendirent, pareils pour une fuite éperdue, que seul un mélange de prudence inconsciente et de fascination quasi hypnotique parvint à brider. Mais le pire était encore à venir, car du haut de l'imposant belvédère de la pension Gilman, qui se profilait au nord-est, je vis bientôt scintiller des éclairs analogues, mais différemment rythmés, qui ne pouvaient être qu'une réponse au premier signal. Reprenant le contrôle de mes muscles, je me rappelais combien j'étais à découvert et vulnérable sur ce carrefour, et m'empressais de reprendre ma course faussement boiteuse, sans quitter une seconde des yeux ce récif infernal et hostile que m'offrait la perspective sur la mer de South Street. Ce que pouvait bien signifier cet échange, je n'en avais aucune idée, à moins qu'il s'agisse de quelque étrange rituel lié au récif du diable, ou d'une troupe d'inconnus ayant accosté sur ce rocher sinistre. Je contournais par la gauche la pelouse désormais sauvage, les yeux toujours rivés sur l'océan embrasé par les lueurs spectrales de cette lune d'été et les signaux étranges de ces mystérieux fanaux. C'est alors que je fus pénétré par la plus atroce et la plus effroyable vision qui se puisse imaginer. Cette vision qui s'abattit sur mon dernier vestige de sang-froid et me fit m'élancer dans une course effrénée, droit vers le sud, le long des noires entrées et des croisées béantes, comme des yeux de poisson de cette rue cauchemardesque que j'étais le seul à arpenter. Car, à y regarder de plus près, je m'étais rendu compte que les flots miroitant entre le récif et le littoral étaient, eux, loin d'être déserts. Ils pullulaient en réalité d'une légion de formes grouillantes qui nageaient en direction de la côte. Et malgré la distance, un seul coup d'œil m'avait suffi pour comprendre que ces têtes dansant à la surface et ces bras fouettant l'eau n'avaient rien d'humain, qu'ils relevaient d'une aberration telle que tout effort pour l'exprimer ou la formuler consciemment était voué à l'échec. Ma course frénétique s'interrompit avant même que j'aie pu parcourir un pâté de maisons, car je crus percevoir sur ma gauche la clameur assourdie d'une battue organisée. Je discernais des bruits de pas,
et des grognements gutturaux, ainsi que les crachotements d'un moteur de voiture filant sur Federal Street en direction du sud. En une seconde, tous mes projets d'évasion s'écroulèrent, car si l'on m'interdisait l'accès à la grande route du sud, il me faudrait trouver au plus vite un autre itinéraire pour sortir d'Innsmouth. Je m'arrêtais et me fondais dans l'ombre d'une entrée délabrée pour me calmer. Il s'en était fallu de peu. À quelques secondes près, mes poursuivants de la rue parallèle m'auraient sans nul doute repéré sur ce maudit carrefour, éclairé par la lune. Ma deuxième pensée fut moins rassurante. Si cette patrouille invisible écumait une autre rue que la mienne, c'était évidemment parce qu'ils n'avaient pas encore retrouvé ma trace. Ils ignoraient où j'étais et opéraient simplement quelques manœuvres visant à me barrer le chemin de la liberté. Malheureusement, cela impliquait que toutes les autres voies permettant de quitter Innsmouth seraient ainsi surveillées, car ils n'avaient pas pu deviner quel trajet je comptais emprunter. Dans ce cas, il me faudrait m'enfuir par les champs, loin de toute route. Mais comment y parvenir dans cette région marécageuse et sillonnée de cours d'eau ? L'espace d'un instant, je fus pris de vertige, car au désespoir glacé qui m'avait envahi s'ajoutait désormais une odeur de poisson de plus en plus présente. Je me rappelais alors la voie de chemin de fer désaffectée en direction de Rowley, dont le solide tracé de terre ballastée, envahi par la végétation, s'étirait vers le nord-ouest depuis la gare en ruine au bord du défilé de la rivière. Il restait une petite chance pour que les habitants n'y aient pas pensé, car son état d'abandon, comme les ronces qui l'asphyxiaient, la rendait parfaitement impraticable, de quoi dissuader même le plus éperdu des fugitifs. Je l'avais vue distinctement depuis ma fenêtre de l'hôtel et je savais dans quel quartier la trouver. Le début de son tracé était malheureusement visible depuis la route de Rowley et les points culminants de la ville, mais il était peut-être possible de ramper discrètement à travers les broussailles. De toute manière, c'était ma seule planche de salut, et je n'avais pas d'autre choix que de tenter de l'emprunter. M'enfonçant dans le couloir de mon abri désert, je consultai une fois de plus la carte du commis de l'épicerie à la lueur de ma lampe torche. Mon problème immédiat était de rejoindre l'ancien chemin de fer, et j'établis rapidement que l'itinéraire le plus sûr me ferait aller tout droit jusqu'à Babson Street, puis obliquer vers l'ouest jusqu'à Lafayette, où il me faudrait contourner un espace à découvert comparable à celui que je venais de traverser, pour remonter ensuite vers le nord-ouest en zigzagant entre Lafayette, Bates, Adams et Bank Street, cette dernière longeant la berge du Manuxet, jusqu'à la gare déserte et délabrée que j'avais vue de ma fenêtre. La raison pour laquelle j'avais choisi Babson Street était simple. Je ne souhaitais pas retraverser le dangereux carrefour précédent, ni commencer ma progression vers l'ouest dans une rue transversale aussi importante que South Street. Repartant de plus belle, je traversais la chaussée et gagnais le trottoir de droite, afin de pouvoir me faufiler le plus discrètement possible dans Babson Street. Les bruits résonnaient toujours dans Federal Street, et comme je jetais un coup d'œil derrière moi, je crus voir une lueur s'approcher du bâtiment dont je venais tout juste de m'échapper. Impatient de quitter Washington Street, je m'élançai au petit trot vers le sud, tout en priant pour qu'on ne me surprenne pas. À hauteur du coin de Babson Street, je constatai avec horreur que l'une des maisons était habitée, comme le prouvaient les rideaux aux fenêtres. Elle était plongée dans l'obscurité toutefois, et je la dépassais sans encombre. Dans Babson Street, qui croisait Federal Street et risquait ainsi de m'exposer à la vue de mes poursuivants, je longeais au plus près les façades croulantes et inégales des bâtiments, me réfugiant à 2 reprises dans l'embrasure d'une porte obscure quand la clameur derrière moi gagnait en intensité. Face à moi, l'étendue à découvert du carrefour luisait, vaste et déserte, sous la lumière de la lune, mais je n'aurais heureusement pas à la franchir. Lors de ma seconde pause, je détectai une nouvelle répartition des bruits incertains qui m'entouraient. Risquant un coup d'œil hors de ma cachette, je vis une automobile traverser en trombe l'intersection et filer dans Elliott Street, qui croise à cet endroit Babson et Lafayette Streets. Alors que je la regardais disparaître, suffoqué par un regain d'odeur de poisson après un moment d'accalmie, je surpris un cortège de formes grossières et ramassées qui s'avançait, à grandes enjambées ou à pas traînants, dans la même direction. Je compris qu'il s'agissait de la patrouille de la route d'Ipswich, dont la grande route débute dans le prolongement d'Elliott Street. 2 des silhouettes étaient vêtues de robes volumineuses, et l'une d'entre elles portait au front un diadème pointu au scintillement opalescent dans le clair de lune. Sa démarche était si déroutante que j'en frissonnais, car on eût dit que cette créature sautillait.
Ma cavale reprit dès que le dernier membre de cette clique fut hors de vue. Je filai en direction de l'angle de Lafayette Street et franchis la chaussée d'Elliott Street à toute vitesse, de peur d'y croiser le moindre retardataire de la patrouille. J'entendis bien quelques coassements et des bruits de moteurs au loin, du côté de la Grand Place, mais j'atteignis Lafayette Street, sain et sauf. Devoir retraverser South Street, si large et si éclairée, et braver sa perspective plongeante sur la mer m'emplissait d'effroi, et je dus m'armer de courage. Il suffisait qu'on lève les yeux vers l'ouest, ou qu'un éventuel traînard du groupe d'Elliott Street m'aperçoive au croisement de Lafayette et Babson, ou de Washington et South Street, et c'en était fait de moi. Au dernier moment, je jugeai qu'il valait mieux ralentir mon allure et adopter la démarche traînante des habitants d'Innsmouth au moment de franchir l'espace à découvert. Lorsque l'océan s'offrit de nouveau à ma vue, sur ma droite cette fois-ci, j'en appelai à toute ma volonté pour ne pas le regarder. Mais je n'y résistais pas bien longtemps, et je lui jetai un coup d'œil oblique, tout en imitant le pas pesant de mes poursuivants pour rejoindre les ombres protectrices du trottoir. Aucun navire n'était visible comme je m'y attendais. En revanche, un petit canot attira promptement mon attention. Il glissait vers les quais déserts, chargé d'un objet volumineux recouvert d'une bâche. Malgré la distance et l'obscurité, je constatai que les rameurs étaient d'un aspect particulièrement repoussant. Je discernais également quelques nageurs, ainsi qu'une lueur faible prolongée sur le lointain récif, bien distincte du signal clignotant d'auparavant et d'une couleur étrange que je ne parvenais pas à identifier. Au nord-est, par-dessus la ligne des toits en pente, se profilait le haut belvédère de la pension Gilman, parfaitement sombre désormais. L'odeur de poisson, un instant dissipée par quelques brises miséricordieuses, reprit mes narines d'assaut avec une intensité renouvelée. Je n'avais pas tout à fait franchi la chaussée quand j'entendis, au nord, les marmonnements étouffés d'une patrouille descendant Washington Street. Comme ils atteignaient le grand carrefour à découvert qui m'avait offert un peu plus tôt le troublant spectacle des flots scintillant dans le clair de lune, je les distinguai avec netteté malgré le pâté de maisons qui nous séparait. Je fus horrifié par la bestialité monstrueuse de leurs traits et par leur démarche inhumaine, ample et ramassée comme celle de chiens boiteux. L'un d'entre eux se déplaçait de façon parfaitement simiesque, ses longs bras touchant fréquemment le sol, tandis qu'un autre, vêtu d'une robe et coiffé d'une tiare, progressait presque par petits bonds. Il s'agissait certainement du groupe que j'avais vu sortir dans la cour du Gilman, c'est-à-dire celui qui suivait ma piste de plus près. Quand certaines silhouettes tournèrent la tête dans ma direction, je parvins à conserver mon allure traînante et désinvolte malgré la lame de terreur qui fouillait mes entrailles. Aujourd'hui encore, j'ignore s'ils me virent ou pas. Si ce fut le cas, mon stratagème dut les abuser, car ils poursuivirent leur route sur ce carrefour baigné de lune, sans dévier de leur parcours, ni cesser de croisser ou de baragouiner dans leur détestable et rocailleux patois, qui me restait totalement obscur. À nouveau dans l'ombre, je repris mon petit trot le long des demeures penchées et délabrées dont les yeux vides sondaient la nuit. J'avais gagné le trottoir ouest et tourné au plus vite dans Main Street, où je m'appliquais à raser les murs côté sud. Face à moi, 2 maisons montraient des signes d'habitation, dont une faible lueur à l'étage pour l'une d'elles, mais je les dépassais sans rencontrer d'obstacle. Une fois dans Adam Street, alors même que je commençais à me sentir plus serein, je fus saisi d'horreur quand un homme sortit en titubant d'une entrée obscure juste en face de moi. Il était toutefois bien trop ivre pour présenter le moindre danger, de sorte que j'atteignis sans encombre les ruines lugubres des entrepôts de Bank Street. Rien ne bougeait dans cette rue morte bordant le défilé de la rivière, et le grondement des chutes en contrebas couvrait le bruit de mes pas. La gare délabrée était encore à bonne distance, et sans que je puisse dire pourquoi, les hautes parois de briques des entrepôts alentours m'inspiraient une peur plus profonde que les façades des rues précédentes. Mais je finis enfin par entrevoir les galeries de l'ancienne gare, ou plutôt ce qui en restait, et me précipitai vers les rails qui s'en échappaient de l'autre côté. Ils étaient pour la plupart en bon état malgré la rouille, et pas plus de la moitié des traverses n'avaient pourri.
Marcher ou courir sur une telle surface s'avéra difficile, mais je fis au mieux et finis par adopter une allure correcte. La voie longea un certain temps le bord de la gorge et finit par me mener au pied de la longue passerelle couverte qui enjambait le gouffre à une hauteur vertigineuse. L'état de cette structure déterminerait la suite de mon évasion. Si c'était humainement possible, je l'emprunterais. Dans le cas contraire, il me faudrait replonger dans les rues d'Innsmouth, à la recherche du premier pont praticable. La lune promenait une lueur spectrale sur la vaste passerelle aux allures de vieilles granges en ruine, et je notais que les traverses étaient encore robustes, sur au moins quelques mètres. Quand j'y pénétrais, à peine avais-je allumé ma lampe torche que je fus presque jeté à terre par une nuée de chauves-souris en fuite. À mi-parcours, je craignis de devoir rebrousser chemin, car une large trouée dans les traverses donnait sur le vide de la gorge. Mais j'étais désespéré, et risquai un saut qui, par bonheur, fut couronné de succès. Je fus ravi de retrouver le clair de lune quand j'émergeai de ce macabre tunnel. Au-delà, l'ancienne voie ferrée traversait la chaussée de River Street avant de couper à travers champs. Dans cette région plus rurale, où s'atténuait le parfum délétère d'Innsmouth, les broussailles et les ronces compliquaient ma progression et accrochaient cruellement mes vêtements. Cependant, elles m'offriraient un couvert appréciable en cas de danger, car la route de Rowley passait non loin. Le sol devint bientôt marécageux, et le chemin de fer s'éleva sur un remblai herbeux où la végétation se fit moins dense. Les rails grimpaient ensuite une sorte de tertre, filant le long d'une cuvette peu profonde, envahie de buissons et de ronces. L'abri partiel de ces forêts me réjouit par avance, pour avoir vu depuis ma fenêtre de l'hôtel qu'à cet endroit la voie se rapprochait dangereusement de la route de Rowley. Cette dernière coupait même la voie ferrée au bout de la cuvette, avant de s'en éloigner définitivement. Il me fallait donc faire preuve d'une extrême prudence. Je pouvais toutefois me rassurer sur un point. Le chemin de fer n'était pas surveillé. Au moment où je m'apprêtais à m'engouffrer dans l'étroit défilé, je jetai un coup d'œil derrière moi et n'aperçus aucun poursuivant. Le clair de lune nimbait les vieux rochers et les toits délabrés d'une envoûtante lueur fauve dont la magie éthérée me laissa entrevoir, l'espace d'une seconde, la splendeur passée d'Innsmouth avant que les ténèbres s'abattent sur elle. Puis, comme je reportais mon regard vers l'éther, un spectacle moins paisible attira mon attention et me figea aussitôt. Car ce que je vis, ou crus voir, c'était le troublant frémissement d'une ondulation, loin au sud. Un frémissement qui me fit comprendre qu'une horde lointaine se déversait hors de la ville, sur la route d'Ipswich. La distance était grande, et je ne pouvais rien distinguer en détail. Mais cette colonne mouvante me déplaisait au plus haut point. Elle ondoyait bien trop, reflétait trop vivement les rayons de la lune déclinante. Une étrange rumeur me parvenait également, malgré le vent contraire. Un murmure charriant des grincements et des braillements plus bestiaux encore que les rauques chuchotis des patrouilles qui quadrillaient la ville. Toutes sortes d'affreuses hypothèses me traversèrent l'esprit. Je songeais à ces cas extrêmes de dégénérescence caractéristiques d'Innsmouth, qu'on disait cachés dans les terriers croulants et séculaires près des quais. Je songeais également à ces indéfinissables nageurs aperçus plus tôt. Si j'ajoutais à tous les groupes entreaperçus en ville, ceux qui surveillaient sans doute les autres routes, le nombre de mes poursuivants devenait étrangement élevé pour une ville aussi dépeuplée qu'Innsmouth. D'où pouvaient donc venir les membres de cette cohorte qui s'agitait sous mes yeux? Ces anciennes et insondables galeries grouillaient-elles d'une vie déliquescente, clandestine et insoupçonnée? Ou bien quelque invisible navire avait-il débarqué une légion d'étrangers inconnus sur ce récif démoniaque? Qui était-il? Que faisait-il là? Et si une telle émeute écumait la route d'Ipswich, ces mêmes êtres avaient-ils grossi les rangs des autres patrouilles? Je m'étais enfoncé dans la cuvette embroussaillée et y progressais à grand-peine lorsque cette maudite odeur de poisson ressurgit, plus écœurante que jamais. Le vent avait-il brusquement tourné vers l'est? Soufflait-il de la mer désormais, en poussant vers moi les remugles de la ville? Sans doute, car d'ignobles murmures gutturaux commençaient également à me parvenir depuis cette direction, jusqu'alors silencieuse. Un autre bruit les accompagnait, une sorte d'immense trépidation ou de taponnement frénétique qui faisait naître dans mon esprit de détestables images. Contre toute logique, ce bruit me faisait penser à cette colonne aux ondulations repoussantes sur la lointaine route d'Ipswich.
C'est alors que la puanteur et les bruits s'intensifièrent à tel point que je m'immobilisai, tremblant, remerciant le ciel d'être à couvert dans cette cuvette. C'était ici, je m'en souvenais, que le chemin de Rowley passait au plus près de l'ancienne voie avant de la couper, puis de bifurquer vers l'ouest. Et quelque chose voulait justement la terre de cette route, quelque chose dont il me faudrait attendre le passage, tapis dans les ronces, avant de pouvoir m'échapper. Dieu merci, ces créatures n'employaient pas de chiens pour me pister, quoique l'omniprésente odeur de poisson leur eût sans doute compliqué la tâche. Embusqué dans les fourrés de cette cuvette sablonneuse, je me sentais à peu près en sécurité, quand bien même je savais que mes poursuivants allaient sous peu traverser la voie à moins d'une centaine de mètres de ma position. Je pourrais les voir sans être vu, sauf si le destin me jouait quelques mauvais tours. J'éprouvais soudain une profonde panique à l'idée de les contempler. Plus j'observais cet espace étroit et baigné de lune dans lequel ils allaient déferler, et plus j'avais l'impression qu'ils le souilleraient à jamais par leur simple présence. Et il s'agirait peut-être des sujets les plus atrocement contaminés d'Innsmouth. Et je savais qu'il entrait à jamais mes souvenirs. La puanteur était désormais intolérable, et la clameur enflant d'une cacophonie bestiale de coassements, d'aboiements et de jappements qui n'évoquaient pas le moindre langage humain. Étaient-ce vraiment là les voix de mes poursuivants ? Peut-être avaient-ils des chiens après tout. Je n'avais pourtant croisé aucun de ces animaux à Innsmouth. Ces frétillements et ces sautillements étaient parfaitement monstrueux. Jamais je ne pourrais soutenir la vue des créatures corrompues qui en étaient à l'origine. Je fermerais plutôt les yeux jusqu'à ce que l'écho de leur passage s'éteigne à l'ouest. La horde était toute proche désormais. Ces grognements rauques flétrissaient l'atmosphère. La cadence inhumaine de ces milliers de pieds faisait presque vibrer le sol. Le souffle commençait à me manquer, et ce ne fut qu'au prix d'un suprême effort de volonté que je parvins à garder les paupières baissées. Je ne suis toujours pas disposé à dire, encore aujourd'hui, si ce qui suivit fut une hideuse réalité ou le fruit d'une hallucination cauchemardesque. Les mesures ultérieures prises par le gouvernement en réponse à mes appels à l'aide hystérique tendraient à confirmer la monstrueuse nature des faits. Mais une hallucination n'aurait-elle pas pu se répandre d'esprit en esprit sous l'influence quasi hypnotique de cette vieille ville d'ombre et de spectres ? De tels endroits possèdent parfois d'étranges vertus, et qui sait si l'héritage des légendes démentes de celui-ci n'avait pas ébranlé plus d'une imagination humaine, avec ses rues mortes et pestilentielles, ses amas lépreux de toits tassés et ses clochers croulants. Serait-il possible que le germe d'une folie endémique hante les replis de cette ombre qui plane sur Innsmouth ? Qui peut démêler le vrai du faux après avoir entendu l'histoire du vieux Zadok Allen ? Les agents fédéraux n'ont jamais retrouvé le pauvre vieillard et ne disposent d'aucun élément permettant la moindre conjoncture sur ce qu'il a bien pu devenir. Où s'achève la folie et où commence le réel ? Se peut-il que cette dernière vision d'horreur n'ait été qu'une chimère, elle aussi ? Mais il me faut essayer de raconter ce que je crus voir cette nuit-là, sous cette narquoise lune jaune, ce que je vis déferler et sautiller le long de la route de Rowley, juste en face de moi, tandis que je me terrais dans les ronces sauvages de cette portion de voie ferrée désaffectée. Bien entendu, je n'avais su m'en tenir à ma résolution initiale de garder les paupières closes, une résolution de toute façon vouée à l'échec, car qui pourrait rester aveugle et recroquevillé pendant qu'une légion d'êtres coassants et hurleurs surgit du néant, claudiquait atrocement à 100 mètres de distance. Je me croyais prêt au pire, et ça aurait effectivement dû être le cas après tout ce que je venais de traverser. La normalité blasphématoire de mes précédents poursuivants n'aurait-elle pas dû me préparer au paroxysme de cette même anormalité, à savoir me retrouver confronté à des formes dépourvues de la moindre caractéristique humaine ? Je réussis à garder les yeux fermés jusqu'au moment où la clameur rauque me parvint avec force depuis un point situé juste en face de moi. Je compris alors qu'une importante section de la horde franchissait l'endroit où les flancs de la cuvette s'aplanissaient et où la route coupait la voie ferrée, et je ne pus dès lors résister à jeter un coup d'œil à l'abominable spectacle que cette sournoise lune jaune me réservait. Cet élan de curiosité marqua alors l'anéantissement,
et pour le restant de mes jours passés à la surface de cette terre, des derniers vestiges de sérénité et de confiance en l'intégrité de la nature ou de l'âme humaine qui subsistaient encore en moi. Rien de ce que j'aurais pu imaginer. Rien, dis-je, quand bien même j'aurais prêté foi au moindre détail du récit délirant du vieux Zadok, ne pouvait se comparer à la réalité démoniaque et sacrilège que je vis ou cru voir. J'ai tenté jusqu'ici d'en ébaucher les contours afin de différer l'horreur d'une description trop brutale. Car comment cette planète aurait-elle pu engendrer de telles créatures? Était-il possible que des yeux humains aient pu contempler, incarnés dans la chair, ce qui jusqu'alors ne peuplait que les fantasmes fiévreux et les plus folles légendes des hommes? C'est pourtant ce que je vis sous cette lune spectrale, déversée en un torrent de claudications, de caracoles, de coassements et de bêlements sans fin. Une grotesque, inhumaine et malveillante sarabande surgit des abîmes fantastiques du cauchemar. Certains étaient coiffés de hautes tiares ciselées dans cet indéfinissable or blanchâtre. D'autres portaient d'étranges robes, et l'un d'entre eux, tout à l'avant, portait un paletot noir qui révélait sa sinistre silhouette bossue, un pantalon rayé et un chapeau de feutre perché sur la chose informe qui lui tenait lieu de tête. Leur couleur dominante était, je crois, un gris verdâtre, malgré la blancheur de leur ventre. Leur corps semblait recouvert d'une émulsion huileuse et luisante, à l'exception de leur épine dorsale écailleuse. Bien que leur silhouette fût vaguement anthropoïde, ils arboraient des têtes de poissons, dont les yeux prodigieusement exorbités ne clignaient jamais. Des ouïes palpitaient sur les côtes de leur cou, et leurs longues pattes étaient palmées. Ils progressaient par petits bonds irréguliers, parfois sur 2 jambes, parfois sur 4. Et d'une certaine manière, je fus soulagé qu'il n'ait pas plus de 4 membres. Les coassements et les aboiements qui sortaient de leur gorge et leur servaient manifestement de langage articulé revêtaient toutes les sombres nuances d'expression que leur face figée ne pouvait afficher. Mais en dépit de leur monstruosité, ils me paraissaient familiers. Je ne savais que trop bien ce qu'étaient ces créatures, car je me rappelais sans mal la tiare maléfique de Newburyport. J'avais devant moi les poissons crapauds blasphématoires représentés dans ces indicibles motifs, ignoblement vivants, et à leur vue, je compris quel terrifiant souvenir ce prêtre voûté, avec sa tiare dans la crypte obscure de son église, avait éveillé en moi. Je ne pourrais dire combien ils étaient. Il me semblait qu'ils s'écoulaient en nuées infinies, et que mon bref coup d'œil n'avait pu embrasser qu'une infime partie de leur armée. Presque immédiatement, cette vision infernale sombra dans les ténèbres quand, pour la première fois de ma vie, je m'évanouis.